Je vais vous donner des cours sur le calcul des probabilités. Je vais essayer de simplifier au maximum les bases de cette matière pour que vous puissiez comprendre facilement les exercices. Tout d'abord, il faut comprendre le vocabulaire utilisé dans cette matière. On va commencer tout de suite par le terme probabilité. Qu'est-ce qu'on entend par probabilité? Le terme probabilité, c'est l'inverse de la certitude. En fait, il s'agit tout simplement d'une évaluation, d'une estimation de la réalisation de quelque chose. Cette estimation ou bien cette évaluation peut être comprise entre deux valeurs, soit 1, c'est-à-dire 100%, la probabilité de la réalisation de quelque chose est égale à 1, ça veut dire égal à 100%. Donc là, on a 100% de la réalisation de quelque chose et on ne peut pas avoir une valeur plus que 100%. Ou bien la réalisation d'un événement peut prendre la valeur 0. Dans ce cas, l'événement est impossible à réaliser. Donc, la valeur de la probabilité se trouve entre 0 et 1. Quand on est plutôt sûr de la réalisation d'un événement, on se trouve de ce côté-là, on se rapproche de 1. Quand on est moins sûr, on se rapproche de 0. Une deuxième notion à comprendre, c'est expérience aléatoire ou bien une épreuve aléatoire. Une épreuve aléatoire, il s'agit d'une expérience dont on ne connaît pas le résultat par avance. Par exemple, le lancer d'un dé est une expérience aléatoire parce que le résultat peut être plusieurs choses et on ne peut pas être sûr d'avoir par exemple le 5, le 3, le 4. Il y a plusieurs résultats possibles et on ne sait pas lequel va tomber. Vous avez le terme éventualité ou bien issue. Il s'agit tout simplement d'un résultat possible. Vous avez aussi la notion d'événement. Un événement, c'est un ensemble de résultats dans notre épreuve aléatoire. Par exemple, on lance un dé et je veux obtenir un nombre pair. Ça, c'est un événement. Ou bien obtenir 3 et 2. Ça, c'est un événement. Un événement, ça constitue un sous-ensemble de ce qu'on appelle l'univers. L'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles. Par exemple, si je lance une pièce de monnaie, j'ai deux résultats possibles, soit pile, soit face, et je ne peux pas avoir autre chose. Et ces deux résultats possibles, ça s'appelle l'univers, et on le note oméga. Donc oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles. Par exemple, si je lance un dé, l'ensemble des résultats possibles, c'est obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Cet ensemble-là, ça s'appelle l'univers et on le note oméga. Je peux avoir dans cet ensemble l'événement A obtenir un numéro strictement inférieur à 4. Et je peux le noter de cette manière. L'événement A égale l'ensemble des résultats 1, 2 et 3. Vous avez aussi la notion d'un événement certain. Alors, un événement certain, c'est tout événement qui réalise l'oméga, l'univers. Comme par exemple, dans un lancer de dés, obtenir un numéro compris entre 1 et 6. Cet événement est certain, puisque quel que soit le résultat de mon expérience, eh bien, je vais obtenir un numéro compris entre 1 et 6. Dans ce cas, on parle d'un événement certain, parce que les différentes issues de cet événement réalisent notre oméga. C'est les mêmes résultats. Et puis à l'inverse, vous avez la notion de l'événement impossible. L'événement impossible, c'est quand par exemple obtenir un numéro supérieur à 8 ou bien à 7. Eh bien, c'est impossible parce que le dé ne porte pas de numéro supérieur à 6. Donc là, on parle d'un événement impossible. Et l'ensemble des résultats d'un événement impossible est un ensemble vide. Vous avez aussi une notion très importante en probabilité, c'est la notion de l'union de deux événements. Vous avez un événement A, union événement B. L'événement A, union B est réalisé dès que A ou B est réalisé. En fait, l'union se traduit par la réalisation d'un événement ou bien un autre événement. Et ça se note par un grand U. Et puis vous avez la notion de l'intersection.
L'intersection de deux événements A et B se traduit par la réalisation de A et B à la fois. Il faut que les deux événements se réalisent au même temps. C'est par exemple A et l'événement suivant, obtenir 2 ou 3. Et l'événement B, obtenir 3 ou 4. Eh bien, l'intersection entre les deux, c'est bien évidemment obtenir 3. Vous avez aussi la notion de l'événement contraire. Par exemple, l'événement contraire de A regroupe tous les éléments d'oméga qui ne se trouvent pas dans les éléments de A. Par exemple, dans un lancer de dés, si l'événement 1 est obtenir un nombre pair, l'événement contraire de A, noté A bar, est l'événement obtenir un nombre impair. Si l'intersection de deux événements représente un ensemble vide, alors dans ce cas, on parle d'événements incompatibles. On va voir comment utiliser un diagramme de Venn en probabilité. En fait, la présentation de ce diagramme est très simple. On représente par exemple oméga dans un carré. Par exemple, ce carré représente l'univers oméga. Ce petit cercle représente un événement A. Le deuxième cercle représente un événement B. Et on peut ajouter d'autres cercles, un cercle C qui représenterait un autre événement C par exemple. Et l'intérêt d'une telle présentation, c'est qu'on repère facilement l'intersection, par exemple, de A et B, c'est cette partie-là. Et l'intersection de A, B et C, c'est la partie au milieu ici. Alors, on va prendre un exercice pour que ça soit clair. On va imaginer, par exemple, une expérience aléatoire lancée d'un dé. Vous avez oméga, c'est l'ensemble des résultats possibles. On peut avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou bien le 6. On va identifier quelques événements. Par exemple, l'événement 1, obtenir un nombre pair. Donc les résultats possibles pour A, c'est 2, ou bien 4, ou bien 6. On va identifier un autre événement B, obtenir un multiple de 3. Les résultats possibles pour B, c'est 3 ou 6. 3 fois 2, ça fait 6. On peut présenter ça dans un diagramme de Venn de la manière suivante. Ça, c'est oméga, ça représente l'ensemble des résultats possibles. Et puis, dans cet ensemble, je vais présenter mon événement A. Un cercle de cette manière. Et puis, je vais représenter un événement B. On voit ici que ce qui est commun entre les deux événements, c'est le 6. On va le représenter au milieu. Donc on va mettre ici 6. Je vais présenter les autres numéros dans le cercle. Vous avez 2 et 4. Et puis l'événement B se compose de 6 et 3. Et le reste en dehors du cercle. Ce qui reste, c'est 1 et 5. Je vais mettre le 1 et le 5 ici à côté. Et je vais noter l'événement C, obtenir le résultat 1 ou 5. Alors l'événement C se compose de 1 et 5. Donc je vais présenter cet ensemble qu'on va appeler C. Ici c'est le B. Donc ici, on a présenté tous ces événements A, B et C. Maintenant, on va appliquer un petit peu les notions que nous avons vues dans la vidéo précédente. Si par exemple, je veux savoir de quoi est composé A union B. Ça veut dire quoi A union B? Ça veut dire tous les éléments qui se trouvent dans les deux événements A et B. Et ces éléments, on peut les voir visuellement. On a le 4, le 2, on a le 6, le 3. Voilà la composition de cette union. Alors maintenant, si on veut savoir c'est quoi l'intersection de A et B. L'intersection, ça se note de cette manière. L'intersection est représentée par la partie commune entre A et B. La partie commune, c'est bien le 6 que vous voyez ici. Donc, A intersection B est représenté uniquement par le résultat 6. En fait, le seul résultat qui peut représenter à la fois l'événement A et l'événement B, c'est le numéro 6. Parce que le numéro 6 est un nombre pair et multiple de 3 à la fois. Maintenant, si je vous dis, c'est quoi l'événement A bar?
représenté par quelle valeur? Alors, A bar, c'est l'événement contraire de A. L'événement contraire de A, c'est tous les éléments d'oméga, de l'univers, qui ne sont pas dans le cercle A. Donc, dans le cercle A, on a le 2, le 4, le 6. Tout ce qui est dehors ce cercle est représenté par A bar. A bar, donc, est composé de 1, 3 et 5. Ça, c'est l'événement contraire de A. Et on peut appliquer la même chose pour l'événement B bar. B bar, c'est tout ce qui n'est pas dans le cercle B. Donc il y a le 1, le 5, le 2, le 4. Ça, c'est les résultats de B bar. Et B bar, ça représente tout ce qui n'est pas multiple de 3. Et C bar est représenté par tout ce qui n'est pas 1 et 5. Donc, on va avoir les résultats 2, 3, 4, 6. Alors maintenant, si je vous dis, c'est quoi l'intersection A et C est égale à quel ensemble de résultats? On voit bien visuellement qu'il n'y a pas d'intersection entre l'événement A et C. Donc, on va le représenter par un ensemble vide et on peut le noter également un 0 qu'on va barrer de cette manière. Et ça représente l'ensemble vide. Il n'y a pas d'élément partagé entre l'événement A et l'événement C. Il y a une autre notion que je ne vous avais pas encore expliquée, c'est la notion de cardinal. Cardinal, c'est le nombre d'éléments dans un événement. Si je prends l'événement C, je vois qu'il y a deux résultats possibles dans cet événement. Eh bien, dans ce cas, on peut noter cardinal de C est égal à 2. Cardinal de B est égal également à 2 parce qu'il y a deux éléments dans cet ensemble. On peut noter également ici cardinal de B est égal à 2. Cardinal de A est égal à 3. Et cardinal d'oméga est égal à 6. Il y a d'autres propriétés à savoir. Par exemple, un événement, peu importe lequel, je prends l'événement A, union son contraire, est toujours égal à oméga. Eh bien, si je prends n'importe quel événement, par exemple ces trois chiffres-là, le contraire de ces trois chiffres-là, eh bien, c'est le reste de l'oméga. Donc, l'union entre un événement et son contraire représente toujours l'ensemble de oméga. Si je prends l'événement B, B c'est quoi? C'est 3 et 6. Et le contraire de B, c'est tous les autres éléments qui se trouvent ici. Donc, on peut écrire que B union B bar est égal à l'univers oméga. N'importe quel événement union son contraire est égal à oméga. C'est une propriété générale. Maintenant, si je prends un événement A et l'intersection de son contraire, eh bien là, on va avoir un ensemble vide. Tout simplement parce que le contraire de A, c'est tous les éléments qui ne se trouvent pas dans A et qui sont dans oméga. Donc, il ne pourrait pas y avoir d'intersection entre un événement et son contraire. Une autre propriété à retenir, si je veux savoir le cardinal de A union B, eh bien cela est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection entre A et B, A inter B. Là aussi, on est en présence d'une propriété générale. D'une manière générale, le cardinal d'un événement A union le cardinal d'un événement B est égal au cardinal A plus cardinal B moins cardinal de l'intersection de A et B. Et ça, on peut le voir clairement dans le diagramme. Le cardinal de A se compose de 3 éléments et le cardinal de B se compose de 2 éléments. Et on voit bien que le 6 est répété 2 fois. C'est pour ça qu'on retire une fois l'intersection des deux événements. Le cardinal de A, c'est 3 éléments. Le cardinal de B,
c'est 2 et l'intersection, c'est 1. Donc, 3 plus 2 moins 1, ça fait 4. Et si je compte combien il y a dans cet ensemble, on voit clairement qu'il y a 4 éléments. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Alors, quand il n'y a pas d'intersection entre deux événements, à ce moment-là, le cardinal de l'intersection est égal à 0. Si je veux savoir, par exemple, le cardinal de l'événement A union C, on peut compter combien il y a d'éléments. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce cardinal est égal à 5. Et on voit clairement ici qu'on a la somme de cardinal de A plus cardinal de C. A, c'est 3, plus C, c'est 2. Et l'intersection, on peut très bien écrire cardinal de l'intersection, mais cette intersection donne 0, parce que l'événement A et l'événement C sont incompatibles. Il n'y a pas d'intersection entre les deux événements. Donc cette propriété reste valable pour tous les cas où les événements sont incompatibles, c'est-à-dire leur intersection présente un ensemble vide. Il n'y a pas d'intersection entre les deux événements. Comment on calcule une probabilité? Je vais prendre un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. On a par exemple une pièce de monnaie. On va lancer cette pièce de monnaie. On a deux possibilités, soit avoir pile ou bien face. Alors ça représente l'univers, c'est-à-dire tous les résultats possibles. On n'a que deux résultats possibles dans cette épreuve aléatoire. Donc ça représente oméga. Si je vous dis quelle est la probabilité d'avoir pile ou face, eh bien cette probabilité est 100%. On est sûr de tomber soit sur face, soit sur pile. Donc cette probabilité, en fait, c'est la probabilité d'oméga. D'une manière générale, la probabilité d'oméga est toujours égale à 1, puisque oméga, en fait, est égal à l'ensemble des résultats possibles. Donc on a pile et on a face. Donc on est sûr de tomber soit sur pile, soit sur face. Donc la probabilité d'avoir l'un ou l'autre est 100%, donc est égale à 1. Si cette fois-ci, je veux savoir la probabilité d'avoir pile, sachant que cette pièce est bien équilibrée. C'est-à-dire que mettre pile dans la question ou bien face, ça reste exactement la même chose. C'est-à-dire que cette probabilité d'avoir pile est égale à la probabilité d'avoir face. Et puisqu'il n'y a que deux éléments dans cet univers, eh bien on va avoir une probabilité de 50% d'avoir pile et 50% d'avoir face. Donc ici, la probabilité d'avoir pile est égale à 1,5 et la probabilité d'avoir face est égale aussi à 1,5. Si je note par exemple l'événement A obtenir pile et l'événement B obtenir face. Alors l'événement A contient combien de résultats possibles? Un seul résultat, c'est d'obtenir pile. Et l'événement B contient également un seul résultat, c'est le fait d'obtenir face. D'une manière générale, la probabilité de A est égale au nombre de cas où A se réalise sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas où A se réalise, on l'a appelé aussi cardinal de A. Cardinal de A est égal à combien? On n'a qu'un seul élément dans l'événement A, donc le cardinal de A est égal à 1. Pareil pour cardinal de B, il n'y a qu'un seul résultat possible, eh bien cardinal de B est égal à 1 aussi. Et cardinal d'oméga est égal à 2. Cardinal d'oméga, en fait, c'est le nombre de cas possibles. D'une manière générale, on peut écrire probabilité de A est égale à cardinal de A sur cardinal d'oméga est égal à 1 sur 2, est égal à 0,5 ou bien 50%. Et pareil pour la probabilité de B est égale au cardinal de B sur cardinal d'oméga, ce qui fait 1,5 également, ou bien 0,5. On va appliquer cette règle de calcul avec ce qu'on a vu la fois passée
Je supprime cette partie-là. Une fois que vous calculez le cardinal de chaque événement, vous pouvez calculer leur probabilité facilement. Si je prends l'événement A, obtenir un nombre pair, c'est quoi la probabilité de réaliser cet événement? Pi de A est égal cardinal de A qui est 3 sur cardinal d'oméga 6. Si je prends l'événement B, obtenir un multiple de 3, le cardinal de B est égal à 2, donc la probabilité de B est égale à 2 sur cardinal d'oméga, c'est-à-dire 6. Et on peut simplifier, ça fait 1 tiers. Et là, ça fait 1,5. Et la probabilité de C est égale également à 2 sixièmes égale 1 tiers. Vous voyez que c'est très simple de calculer la probabilité une fois qu'on connaît le cardinal de l'événement, c'est-à-dire le nombre de cas possibles dans l'événement. Je vais vous donner une autre situation. Vous avez par exemple une urne. Dans cette urne, par exemple, il y a plusieurs boules. On va dire qu'il y a 4 boules rouges et 4 boules bleues. Alors dans ce cas, c'est quoi la probabilité de tirer au hasard une boule bleue? La probabilité de tirer une boule bleue, on va la nommer petit b, est égale à, il y a combien de boules bleues? Il y en a 4. Donc ça c'est le nombre de cas où l'événement tirer une boule bleue se réalise. Donc c'est 4. Et le cardinal d'oméga, c'est l'ensemble des cas possibles. Il y a combien de boules au total dans l'urne? Il y en a 8. Donc cette probabilité, c'est 4 sur 8, ce qui fait 1 sur 2. Si maintenant je retire une boule rouge, alors cette probabilité devient 4 sur 7, parce qu'il n'y a que 7 cas possibles. Si maintenant je retire toutes ces boules-là, donc il restera dans l'urne que 3 boules, c'est quoi la probabilité de tirer une boule rouge? Je vais nommer cette probabilité P de R est égal à le nombre de cas possibles pour tirer une boule rouge, c'est 2. Et le nombre de cas possibles, c'est 3. Cette probabilité est égale à 2 tiers. Avant d'avancer dans le cours des probabilités, je vais vous faire un petit rappel rapide de ce qu'on a vu jusqu'à l'instant. On a vu que le calcul de la probabilité s'effectue de la manière suivante. La probabilité d'un événement A, n'importe lequel, lorsque le nombre de résultats possibles de l'expérience est fini et que ces résultats sont équiprobables, la probabilité de A est obtenue par le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, ou bien le cardinal de A sur le cardinal de l'univers oméga. On a vu également les propriétés suivantes. Pour tout événement A, la probabilité de A est comprise entre 0 et 1. La probabilité d'oméga de l'univers est égale à 1 et la probabilité de l'union de A et B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection entre A et B. Mais quand il n'y a pas d'intersection entre A et B, c'est-à-dire que cette intersection égale un ensemble vide, alors à ce moment-là, la probabilité de l'union A et B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Pour cette dernière propriété, je dois vous montrer d'où ça vient. Si je reprends mon exemple de lancer d'un dé, on a noté l'événement A, obtenir un nombre pair, c'est-à-dire soit 2, soit 4, soit 6, et l'événement B, c'est obtenir un multiple de 3. Donc soit 3, soit 6. Et dans ce cas, on a dit que le cardinal A union B est égal au cardinal A plus cardinal B moins cardinal de l'intersection entre A et B. Le cardinal A union B, c'est tout ce qui se trouve en fait ici. C'est tout ce qui est fait réaliser soit A, soit B. Donc on voit qu'il y a 4 éléments dans cet ensemble. Donc le cardinal A union B est égal à 4. Le cardinal A, c'est ce qui est dans le cercle A. On a 3 éléments, donc c'est 3. Le cardinal B, il y en a 2 dans le cercle B. Donc on a cardinal B égale à 2. Et l'intersection, il n'y a qu'un seul élément dans l'intersection entre A et B.
Donc, on va mettre 1 ici. On réduit une fois l'intersection entre les deux événements pour ne pas répéter deux fois le 6. Alors, regardez bien si je divise les deux côtés de cette équation par le cardinal d'oméga. J'ai rien fait de spécial, j'ai divisé simplement les deux côtés de l'équation par la même chose. Alors, ça correspond à la probabilité de A union B est égal, ça correspond à la probabilité de A, plus ça correspond à la probabilité de B, moins, et ça correspond à la probabilité de l'intersection entre A et B, P de A inter B. Voilà d'où ça vient la dernière propriété que je vous avais montrée. Quand il n'y a pas d'intersection entre A et B, eh bien cette probabilité est égale à 0, puisque le cardinal de A intersection B correspond à l'ensemble vide. Mais d'une manière générale, on peut garder cette propriété qui est très utilisée en probabilité. La probabilité de l'union entre deux événements est égale à la somme de leurs probabilités respectives moins la probabilité de leur intersection. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire un arbre de probabilité. Pour cela, je vais prendre comme exemple cette expérience aléatoire. Il s'agit de lancer une pièce de monnaie 2 fois et enregistrer le résultat obtenu. Alors, c'est quoi les résultats qu'on peut avoir? Pour le premier lancer, je peux avoir les deux résultats suivants, soit pile, soit face. Si j'obtiens pile, alors j'aurai encore deux possibilités, soit pile, soit face. Et si le premier résultat est face, le deuxième lancé peut avoir deux résultats possibles, soit pile, soit face. Alors là, on obtient 4 résultats possibles. Dans ce premier résultat, on a pile, pile. Là, on a pile, face, face, pile, face, face. Si je veux calculer, par exemple, la probabilité d'avoir pile et face dans cette expérience, on va dire que l'ordre n'est pas important. Donc, j'ai 2 possibilités sur 4. L'ensemble des résultats possibles, il y en a 4. Donc, cette probabilité est égale à 2 sur 4. C'est-à-dire 1 sur 2, ou bien 0,5. Et c'est quoi la probabilité d'avoir pile et pile dans cette expérience? On n'a qu'une seule possibilité sur 4. Donc, cette probabilité, c'est 1 sur 4. Et la probabilité d'avoir face et face, c'est 1 sur 4 également. On peut arriver à cette même probabilité avec une autre méthode. Si, par exemple, je veux noter les probabilités d'avoir pile sur l'arbre, eh bien, cette probabilité est égale à 0,5, ou bien 1 sur 2. Et c'est quoi la probabilité d'avoir pile, encore une fois, en lançant une deuxième fois la pièce de monnaie? On va avoir la même probabilité ici, parce que c'est la même pièce de monnaie, donc on a toujours une chance sur 2 d'avoir pile et une chance sur 2 d'avoir face. Avoir face, c'est 0,5, ici c'est 0,5, 0,5, 0,5. Alors, la probabilité d'avoir pile et pile 2 fois n'est rien d'autre que le produit des probabilités sur le chemin qui mène vers cette probabilité. On a 0,5 fois 0,5, ça fait bien un quart ou bien 0,25. Là, c'est 0,25. La probabilité d'obtenir pile et face, ou bien face et pile, les deux, eh bien, c'est le produit des probabilités sur le chemin qui mène vers ces résultats. Donc, c'est la même chose, c'est 0,25. Donc là, on a 0,25. Et vous avez aussi ce chemin-là. Et c'est la même chose, c'est 0,5 fois 0,5
ce qui fait 0,25 également. Et 0,25 plus 0,25, ça fait bien 0,5. Et la probabilité d'avoir face et face, eh bien, on peut l'obtenir en multipliant les probabilités sur le chemin qui mène vers face et face, ce qui fait un quart ou bien 0,25 est égal à 0,5 fois 0,5 est égal à 0,25. Voilà comment ça se présente un arbre de probabilité. Ça sert à quoi de schématiser les probabilités de cette manière? Ça sert à calculer ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. Je vais vous expliquer la probabilité conditionnelle. On va prendre cet exemple. Avec des estimations, on suppose qu'une classe est composée de 17 élèves. 8 élèves choisissent d'étudier l'anglais, 7 élèves étudient l'allemand et 2 élèves étudient les deux langues. Alors, à votre avis, combien d'élèves n'étudient aucune langue? Si on fait le total ici, on va arriver à 17 élèves. Si votre réponse c'est 0 élèves, alors la réponse est fausse. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je veux représenter ça dans un diagramme de Venn, je dois commencer par les élèves qui étudient les deux langues. Donc ici, on a 2 personnes qui étudient les deux langues. On va dire que ce premier cercle représente ceux qui étudient l'anglais et le deuxième cercle représente ceux qui étudient l'allemand. On va le nommer par L. Donc, dans le cercle qui représente les étudiants qui étudient l'anglais, il y en a 8, donc il reste 6. 6 plus 2, ça fait 8. Et les élèves qui étudient l'allemand, il y en a 7, donc il reste ici 5 à représenter dans le cercle L. 5 plus 2, ça fait 7. Alors, combien d'élèves on a représenté jusqu'à l'instant? On a 6 plus 2, ça fait 8, plus 5, ça fait 13. Alors que la classe est composée de 17 élèves. Donc, il reste encore 4 élèves qui n'étudient aucune langue. Dans cette situation, c'est quoi la probabilité qu'un élève étudie l'anglais? On va nommer cette probabilité P de A. Est égale à combien? Est égale au nombre d'élèves qui suivent le cours d'anglais sur le nombre total d'élèves. Donc cette probabilité est égale à 8 sur 17. Et de même, la probabilité qu'un élève suit les cours d'allemand est égale à 7 sur 17. Maintenant, si je vous dis par exemple qu'on sait qu'un élève étudie l'anglais, c'est quoi la probabilité qu'il étudie l'allemand également? Alors, c'est là que intervient la probabilité conditionnelle, parce qu'on a une information certifiée et on veut savoir la probabilité d'une autre information supplémentaire. Alors, l'information dont on est sûr, c'est que l'élève étudie l'anglais. Pour représenter cette information dans notre schéma, on sait que l'élève étudie l'anglais. Donc, on sait très bien qu'on se limite à cet espace-là. C'est ça notre oméga. Notre oméga devient les élèves qui étudient l'anglais. Et la question, c'est quoi dans cet oméga, dans cet univers, les élèves qui suivent l'allemand également? Il y en a 2 ici. Cette probabilité que je vais nommer P de L, c'est la probabilité que l'élève suit l'allemand, sachant qu'il suit déjà des cours d'anglais. Cette probabilité est égale à, d'après mon schéma, à 2 sur l'ensemble des élèves qui étudient l'anglais, il y en a 8, donc sur 8, ce qui fait 1 sur 4. Alors, cette probabilité-là, ça s'appelle probabilité conditionnelle. Et si vous regardez bien ce que représente le 2, eh bien, ça représente l'intersection entre l'événement A et l'événement L. Donc, on peut écrire la probabilité que l'élève suit un cours d'allemand, sachant qu'il suit déjà un cours d'anglais, est égale à la probabilité de l'intersection entre A et L. Intersection, ça se note de cette manière. Sur le 8, ça correspond à la probabilité
que l'élève suit l'anglais. Je vais garder ces chiffres-là. On peut transformer ça en probabilité. En fait, cette probabilité-là n'est rien d'autre que 2 sur oméga. Oméga, c'est 17. Et cette probabilité-là n'est rien d'autre que 8 sur 17. On simplifie par 17 et on a 2 sur 8. D'une manière générale, la formule de la probabilité conditionnelle est la suivante. Voilà la formule qu'il faut bien retenir pour les exercices à suivre. Dans le prochain cours, je vais vous parler des événements indépendants. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire 2 événements indépendants. Je vais garder ce même exemple. On a une classe composée de 17 élèves. 8 élèves étudient l'anglais, 7 élèves l'allemand, 2 élèves les 2 langues. Et on a résumé cette information dans ce graphique. On a les 8 élèves qui étudient l'anglais ici et les 7 élèves qui étudient l'allemand dans ce cercle. Et les 4 élèves que vous voyez ici ne suivent aucun des 2 cours. Alors, je vais reprendre un petit peu ce schéma, c'est très important pour que ce soit propre. Donc, on a notre oméga ici. Dans cet univers, je vais représenter les élèves qui suivent le cours d'anglais, les élèves qui suivent le cours d'allemand et l'intersection entre les deux, il y a 2 élèves qui suivent les 2 cours. 2 élèves plus 6, ça fait les 8 élèves qui suivent le cours d'anglais. On va noter ici A pour ceux qui suivent l'anglais. Et 2 plus 5, ça fait les 7 élèves qui suivent l'allemand. Et le 4 que vous voyez ici, c'est les élèves qui ne suivent aucun cours. Et je vous avais expliqué la probabilité conditionnelle. J'ai pris la probabilité qu'un élève suit le cours d'allemand, sachant qu'il suit déjà le cours d'anglais. Cette probabilité est égale à la probabilité de l'intersection entre L et A sur la probabilité de A. Et donc cette probabilité est égale, l'intersection entre L et A est représentée par les 2 élèves que vous voyez ici au milieu. Donc cette probabilité est égale à 2 sur notre oméga, l'ensemble des élèves, qui sont 17 sur la probabilité de A. On a 8 élèves qui suivent l'anglais, donc cette probabilité est égale à 8 sur 17. Et en simplifiant, cette probabilité est égale à 1/4. Je vais mettre ce schéma de côté. On peut également représenter ce schéma dans un arbre pondéré. Chaque élève peut avoir 2 possibilités, soit suivre le cours d'anglais, soit ne pas suivre le cours d'anglais, ce qu'on va noter par l'événement contraire de A bar. Et puis pour les élèves qui suivent l'anglais, on a encore 2 possibilités, soit l'élève suit également l'allemand, ou bien ne suit pas l'allemand, ce qui peut être représenté par l'événement contraire L bar. Et l'élève qui ne suit pas les cours d'anglais, soit il suit un cours d'allemand, soit il ne suit pas un cours d'allemand, ce qu'on va noter par L bar. On va mettre les différentes probabilités sur cet arbre-là. Déjà, la probabilité qu'on vient de calculer ici peut être représentée sur cette flèche-là, 1/4. Et cette probabilité, c'est P de L, sachant A. Il faut faire attention, cette probabilité est différente de la probabilité qu'un élève suit le cours d'allemand. Cette probabilité que l'élève suit un cours d'allemand est égale à 7 sur 17. La probabilité qu'un élève suit le cours d'anglais est égale à 8 sur 17. Il faut savoir que la probabilité d'un événement A plus la probabilité de l'événement contraire de A est égale à la probabilité d'oméga, c'est-à-dire à 1. Ce qui fait que la probabilité de A bar, on peut la déduire à partir de la probabilité de A, est égale à 1 moins P de A. P de A, on l'a calculé, c'est 8 sur 17. Donc ici, on va avoir une probabilité de 9 sur 17. Et on peut aussi la calculer à partir de ce schéma-là. Il y a combien d'élèves en dehors du cercle A? Il y en a 5 plus 4, ça fait 9. 9 sur l'oméga 17, ça fait la probabilité de l'événement contraire de A. L'événement contraire de A signifie que l'élève ne suit pas le cours d'anglais. Pareil, ici, on va avoir une probabilité de 3/4. Parce que
3 quarts plus 1 quart, ça fait 1. Toujours la probabilité d'un événement et son contraire, ça fait 1. Maintenant, on va calculer la probabilité que l'élève suit le cours d'allemand, sachant qu'il ne suit pas le cours d'anglais. Cette probabilité-là, on peut l'écrire sous forme suivante. C'est P de L, sachant A bar, est égal à P de l'intersection entre L et A bar sur P de A bar. On applique simplement la formule de la probabilité conditionnelle. Alors, l'intersection entre L et A bar. Notre L est là, et notre A bar, c'est toute cette partie-là. Donc, il y a 4 et 5 dans A bar. Donc, l'intersection entre A bar et L, ça fait 5, est représentée par cette partie-là de 5, sur la probabilité de A bar, qu'on a déjà calculée ici, 9 sur 17. Ce qui fait 5 neuvièmes. Ici, on va mettre 5 neuvièmes. Ce qui reste, c'est la probabilité que l'élève ne suit pas le cours d'allemand, sachant qu'il ne suit pas le cours d'anglais non plus. Et cette probabilité, on peut la voir dans le schéma, c'est représenté par le 4. C'est 4 neuvièmes. Et on peut la déduire à partir de cette probabilité-là de 5 neuvièmes, parce que 5 neuvièmes plus 4 neuvièmes, ça fait 1. En probabilité, on parle de deux événements indépendants quand la probabilité d'un événement sachant l'autre événement est égale simplement à la probabilité de l'événement. Donc, dans cette situation, les deux événements ne sont pas indépendants, parce que cette probabilité-là est égale à 1 quart et cette probabilité-là est égale à 7 sur 17. Et on peut aussi justifier cette dépendance entre les deux événements A et L par ces deux probabilités. La probabilité de L sachant A est égale à 1 quart et la probabilité de L sachant A bar est égale à 5 sur 9. Avec deux événements indépendants, ces deux probabilités devraient être la même. C'est-à-dire que peu importe cette probabilité et cette probabilité, la probabilité de L reste toujours la même. C'est ça l'indépendance des événements. C'est avec ça qu'on justifie l'indépendance de deux événements. La dernière fois, je vous avais présenté la notion de deux événements indépendants quand on représente deux événements sous un arbre pondéré. Pour qu'il y ait indépendance entre ces deux événements, il faut que le premier choix n'ait pas d'influence sur le deuxième choix. C'est-à-dire que cette probabilité-là de réaliser L sachant A doit être la même que la probabilité de L sachant A bar. Cela signifie que la réalisation de L n'a aucune relation avec la réalisation précédente de A au A bar. Et donc, dans cette représentation, A et L ne sont pas indépendants. Je vais vous présenter une autre situation où les événements sont indépendants. Par exemple, le lancer d'une pièce de monnaie. On a pour le premier résultat pile ou face. Et si on obtient pile pour la première expérience, on recommence l'expérience et on peut avoir aussi deux possibilités, soit pile, soit face. Si on obtient face pour la première fois, eh bien la deuxième fois, on a encore la possibilité d'avoir pile ou face. Et ces différentes probabilités, c'est à chaque fois 50%. Ici, on a 50% d'avoir pile et là, 50% d'avoir face. Et si on obtient pile, on aura encore 50% d'avoir pile pour la deuxième fois et 50% pour avoir face. Si on obtient face la première fois, eh bien la deuxième fois, on a une chance sur deux d'obtenir pile et une chance sur deux d'obtenir face. Dans cette situation, vous voyez bien que peu importe le premier résultat, la probabilité d'avoir pile, que ce soit par ce chemin ou par ce chemin, c'est 0,5. Cela signifie que cette probabilité d'avoir pile, sachant qu'on a pile la première fois, est égale à la probabilité d'avoir pile tout court. Et pareil pour la probabilité d'avoir face, sachant que le premier résultat est pile, est la même que la probabilité d'avoir face tout court. Et donc là, on peut dire que les deux événements avoir pile et avoir face sont indépendants. D'une manière générale, si on a deux événements A et B, là on a la probabilité d'avoir B sachant A
Et là, on a la probabilité de A. La probabilité d'obtenir B en passant par A peut s'exprimer par la probabilité de l'intersection entre A et B. L'intersection, c'est toujours et. C'est-à-dire qu'on réalise A et on réalise B. Donc là, on a la probabilité d'obtenir B bar inter A. Là, c'est P de B inter A bar. Là, c'est la probabilité de B bar inter A bar. Et cette probabilité de PA inter B est égale à la probabilité de P de B, sachant A, fois P de A. Or, dans le cas où A et B sont indépendants, cette probabilité-là est égale tout simplement à la probabilité de B. Parce que la réalisation de B n'est pas influencée par la réalisation de A. Et donc, pour justifier que deux événements A et B sont indépendants, il faut prouver que l'intersection de A et B est égale à la probabilité de B fois la probabilité de A. Ou bien la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Ou encore une fois, la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Si on veut compléter cet arbre, là on a la probabilité de l'événement contraire de A, qu'on note A bar. Là on a la probabilité de B sachant A bar. Là on a la probabilité de B bar sachant A bar. Et là on a la probabilité de B bar sachant A. Il faut faire attention, cette probabilité n'est égale à la probabilité de B que dans le cas où A et B sont indépendants. Pour résumer un petit peu ce que je vous ai présenté jusqu'à l'instant, on a un univers oméga et dans cet univers, on représente un événement A et un événement B. Si je vous demande par exemple de représenter les événements suivants, vous avez A intersection B, A intersection B bar, B intersection A bar, A union B, A bar intersection B bar. Je commence par le premier. A intersection B, c'est bien sûr cette partie-là qui se trouve partagée entre A et B. A intersection B bar, on a notre A ici, mais intersection B bar. Et B bar, c'est tout ce qui est dehors le cercle B, ici. Toute cette partie-là, c'est B bar. Donc A intersection B bar est représenté par cette partie-là que vous avez ici. C'est le A à part l'intersection entre A et B. B intersection A bar, notre B, on l'a ici. Intersection A bar. A bar, c'est tout ce qui est dehors le cercle A. Donc, on va se retrouver avec cette partie-là. Toute cette partie-là à part l'intersection entre A et B. Voilà, c'est ça l'événement B intersection A bar. Maintenant, A union B. Alors, il faut bien retenir que l'intersection entre deux événements, ça représente les deux événements à la fois. C'est-à-dire que ça se traduit par et. On a A et B. Et l'union, ça se traduit par ou. La réalisation soit de l'un, soit de l'autre. Ou bien les deux à la fois. Et donc, cette probabilité de A union B, ça représente tout l'événement où l'un ou l'autre se réalise. Donc, c'est toute cette partie-là, en fait. Toute cette partie-là, c'est A union B. La probabilité de A bar inter B bar. Là, on se retrouve en dehors du B, mais aussi en dehors du A. C'est tout ce qui est en dehors des deux événements. Toute cette partie-là est représentée par A bar intersection B bar. Si je veux représenter ça dans le diagramme, donc là on a A et pas B, on n'a pas de B ici. Là on a aussi bien A et B. Là on a B mais pas A. Et tout ce qui est dehors ces deux cercles, on peut le représenter par
ni A, ni B. A bar inter B bar. Maintenant, si je vous dis, c'est quoi l'événement contraire à A bar inter B bar? Alors, l'événement contraire de A bar inter B bar, c'est tout ce qui n'est pas bleu clair, c'est-à-dire cette partie-là en rouge. Et cette partie-là n'est rien d'autre que A union B. Donc, l'événement contraire de ça, c'est A union B. C'est très intéressant de comprendre ça parce que si vous avez la probabilité de cette union, vous pouvez en déduire cette probabilité-là. Ou bien l'inverse, parce que la probabilité d'un événement est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Maintenant, si je vous demande de calculer la probabilité de B en passant par ces différents événements que je viens de vous présenter. Alors, la probabilité de B est égale à cette partie-là verte, qui est la probabilité de B inter A bar, plus la probabilité de ce morceau-là, qui est A inter B, ou bien probabilité de B inter A. Et on peut développer cette probabilité est égale à la probabilité de B sachant A bar fois la probabilité de A bar, plus la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A. Et ça, c'est bien ce qu'on appelle la théorie des probabilités totales. Je vous mettrai le lien du cours suivant dès que ce soit disponible. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.